Baptiste Bouche, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'Alpacity. On va parler numérique, on va parler surtout robotique industrielle et apprentissage machine. Mais est-ce que tu peux te présenter succinctement? Oui, bien sûr. Alors déjà, merci pour cette opportunité. Je m'appelle Baptiste Bouche, je suis cofondateur de la société AICA, une société qui se spécialise en programmation pour la robotique industrielle et en particulier collaborative. Pourquoi est-ce que tu as choisi le domaine particulier de la robotique? Je pense que ça remonte à assez longtemps en fait. Enfin, quand j'étais enfant, en France, il y avait un magazine qui vendait des pièces de robots chaque semaine. Et j'étais abonné et en fait, on pouvait après construire son propre robot, un petit robot mobile. Et ça m'a assez inspiré. J'ai un peu oublié, a priori, mais j'ai fait ensuite une école d'ingénieur en informatique. Et je me suis à nouveau réintéressé à ce domaine-là, qui est assez proche de l'informatique, mais aussi de la mécanique. Et c'est pour ça qu'après, j'ai fait un master européen en robotique pure, donc à Polytechnique Centrale, à Polytechnique Varsovie et Centrale Nantes. Est-ce que tu as gardé quelques exemplaires que tu avais construits à l'époque? Probablement qu'ils sont quelque part chez ma maman. Oui, effectivement, très certainement. Alors, en 2018, tu as également rédigé une thèse de doctorat sur les techniques d'optimisation pour une interaction homme-robot ergonomique. Qu'est-ce que c'est finalement la robotique ergonomique? Déjà, dans le contexte de la thèse, c'était une thèse euh, dans un projet européen qui s'appelait Third End, qui regroupait plusieurs partenaires pour la création d'un robot d'aide en industrie. Euh, donc, quand on parle de projet industriel, évidemment, l'ergonomie joue un rôle important en industrie. Mm. Et c'est entre autres pour ça qu'on cherche à mettre de la robotique collaborative afin d'éviter tout ce qu'on peut entendre sur un trouble musculo-squelettique, entre autres. Et donc, l'idée ici derrière cette thèse, c'était d'étudier comment le robot pouvait aider l'ouvrier à se mettre dans une posture plus confortable et qui limite les risques de troubles musculo-squelettiques lors d'une interaction. Donc c'était un petit peu ça, cette notion d'ergonomie. Après, l'ergonomie, c'est aussi très vaste. Ça fait partie même du comportement du robot pour faciliter l'interaction, que ce soit physique ou sociale. Mais là, on s'est vraiment limité à la partie physique, cette interaction physique durant la tâche. Et en quelques mots, quelle est ta conclusion suite à cette thèse? Je dirais que c'est un topic qui est extrêmement important, on doit développer. Les robotiques collaboratives devraient s'insérer de plus en plus dans l'industrie. Pour l'instant, c'est encore un peu limité. Et donc, effectivement, ces questions-là, quand il y aura une interaction qui devra se faire, sont pertinentes. L'avantage de la robotique, c'est que contrairement à simplement un poste de travail qu'il faut adapter manuellement, bah, le robot peut s'adapter automatiquement. Et donc prendre en compte soit les préférences, soit même la morphologie de l'ouvrier, etc. Ce qui lui permet de s'adapter et donc vraiment de proposer une interaction personnalisée et ergonomique. Maintenant, on en est encore un peu loin. Il y a encore énormément de travail, en particulier sur, je dirais, la reconnaissance de l'interaction pour avoir une interaction plus naturelle. On en est encore un tout petit peu loin. Je crois qu'on parle du domaine du coup de la cobotique. Mhm, tout à fait. Après 5 années, qu'est-ce que tu observes comme évolution? Alors, la cobotique, donc c'est la contraction entre robotique collaborative. Donc, c'est vraiment le collaboratif ici. Ce qu'on se rend compte, c'est que dans les laboratoires de recherche, c'est quand même assez développé. On arrive à faire à pousser la recherche dans l'interaction assez loin. En revanche, en industrie, beaucoup moins. Euh, La raison est probablement due aux normes qui sont toujours un petit peu lentes, un peu plus lentes, hein, et qui cherchent à limiter pour éviter tout risque d'accident, tout risque, tout problème. Donc ça, c'est une certitude. Et donc pour l'instant, on est plutôt dans de la robotique de cohabitation plus de collaboration. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un robot qui travaille auprès d'un humain mais pas vraiment avec. Le robot fait sa tâche, l'humain fait sa tâche. Il n'y a pas vraiment de collaboration, mais plus une gentille cohabitation entre les deux.
Et ça n'a pas vraiment changé. Pour l'instant, pas encore. Il y a quelques progrès qui se font. Il y a quelques industriels qui cherchent vraiment à mettre ces outils dits de collaboration. Entre autres, peut-être plus pour le port de charges lourdes, par exemple, où effectivement, une personne va guider le robot pour porter une charge lourde afin d'éviter de le faire soi-même et d'avoir cette charge-là. Mais ça reste quand même assez limité dans la coopération. Ça reste un outil Ça reste un finalement outil, tout à à fait. disposition. Oui. Donc tu as créé Aika, je ne sais plus, il y a quelques années maintenant? On a créé Aika avec mon collègue et professeur Aude Billard aussi en 2019. En 2019. Alors, comment est né le projet et qu'est-ce que c'est Aika? Donc, Aika, c'était une volonté à l'origine de professeur Aude Billard qui a développé de nombreux algorithmes dans son laboratoire de recherche pour la robotique collaborative, entre autres sur l'apprentissage machine, sur le contrôle de ces robots collaboratifs. De nombreux industriels venaient dans le laboratoire avec la volonté d'incorporer ces technologies dans leur domaine. À mon sens et à son sens aussi, ce n'était pas le but d'un laboratoire de recherche que de faciliter vraiment ce transfert, puisque ça demande énormément d'ingénierie. Et donc, on a fondé la société avec cette idée d'être un peu le véhicule pour le transfert de ces technologies et un peu, de temps en temps, éventuellement, faciliter le dialogue entre l'industrie et la recherche et le laboratoire, mais vraiment que cette société puisse proposer un service et un logiciel un peu standardisé pour faciliter l'utilisation de ces technologies. Donc Aika, c'est un logiciel qui s'applique sur une automatisation déjà en place dans les industries. En effet. Au tout début, on proposait un peu du service, en fait. Puis on a un peu pivoté. Hein, on s'est vraiment concentré sur le développement de ce logiciel. Je dirais que le confinement a un peu facilité, puisque les opérations de service étaient un peu plus limitées à ce moment-là. Donc, ça nous a permis de nous recentrer sur la création de ce logiciel. Un logiciel qu'on a voulu dès le début agnostique en termes de robotique, puisqu'il faut savoir, le problème dans l'industrie, dans la robotique industrielle, c'est qu'il n'y a pas de standard, ou très peu, que chaque constructeur fait sa propre machine, évidemment, mais aussi son propre logiciel, des fois son propre langage de programmation. Et donc, pour certains industriels, c'est extrêmement complexe quand ils doivent maintenir un parc de robots avec plusieurs marques, des capteurs de différentes marques. Juste la maintenance de ce parc-là est extrêmement complexe. Donc, proposer une solution un peu plus standardisée qui permet de faciliter la communication entre les machines, les capteurs, c'est un peu la volonté ici d'Aika. Et qui constitue l'équipe d'Aika? Les ingénieurs, j'imagine? Principalement. Depuis un an maintenant, j'ai été rejoint par Enrico Eberhardt, qui a aussi un doctorat, donc un doctorat en biomécanique, et qui a une expérience dans une start-up londonienne. Il a travaillé pour la société Automata, qui faisait un robot industriel à bas coût, qui a maintenant un petit peu changé son modèle. Mais donc, il a rejoint le laboratoire, le LASA, pour un projet de recherche, et on a vu qu'il y avait une synergie réelle et qu'il était très motivé pour rejoindre la société. J'étais aussi accompagné par Fabien Antonatos, qui a un master en management et aussi en histoire de l'art et de la culture japonaise. Donc c'est un peu particulier, mais je trouve cette complémentarité de différents backgrounds est assez intéressante. Depuis, on a aussi recruté un ingénieur et depuis septembre, une graphic designer qui nous rejoint pour la partie logicielle, pour vraiment encore une fois, l'ergonomie cette fois-ci, mais plus machine, homme interface, je dirais. Voilà. Alors, tu as eu beaucoup d'expérience, tu as eu un doctorat, tu es resté longtemps à l'école, et puis tu as cette branche finalement d'entrepreneur. Comment tu t'es lancé là-dedans?
skills, on va arrêter de faire du franglais, mais quelles compétences en fait tu as développées finalement en étant CIO aujourd'hui d'une entreprise? Effectivement, c'est un peu une bonne question. Quand on fait un doctorat, je pense il y a plusieurs voies qui s'offrent à nous. Soit on poursuit dans l'académique, euh, soit on rejoint l'industrie, ou on peut aussi effectivement créer sa propre société si les technologies qu'on a développées, on pense qu'on peut les appliquer et qu'il y a un besoin derrière. Euh, L'académique, je n'étais pas spécialement intéressé. J'ai donné quand même des cours à l'EPFL, ce que j'ai bien aimé, mais ça m'attirait un petit peu moins, je dirais. Et j'ai vraiment vu au cours donc de ce post-doctorat que j'ai conduit dans le laboratoire du LASA, donc laboratoire de professeur Aude-Billard, que les technologies étaient matures et qu'il y avait un vrai besoin, je dirais, de les amener à l'industrie. C'est un petit peu, on dit souvent qu'on crée une société parce qu'on on a un besoin, on est irrité par quelque chose et qu'on se dit, bah, tiens, il faudrait que je le fasse. Pour ma part, c'était un peu la robotique en elle-même. Je me disais, mais à chaque fois, on réinvente un peu tout. Tout le monde réinvente un peu tout. Et pourquoi? Et en fait, il y a un petit problème au niveau de la programmation qui est pas simple, qui n'est pas standardisé. Et ce qui fait qu'il faut recommencer à zéro chaque fois qu'on fait un nouveau projet. Et ça a été un peu la motivation ici, dans la création de la société aussi. J'imagine que tu fais face aujourd'hui à d'autres challenges que le développement ou la robotisation, gestion des équipes, Bien sûr, tout à fait. recruter. Oui, oui, bien sûr. Non, non, clairement. Et ça, il est certain que on est lancé, enfin, on est jeté à l'eau, entre guillemets, et ça, on l'apprend sur le tas. Enfin, entre autres, pour ma part, j'avais pas forcément eu de cours sur l'entrepreneuriat ou sur la gestion d'entreprise. Donc là, j'ai eu à apprendre un petit peu sur le tas. Ce qui est un vrai challenge, ça, c'est sûr. Et puis, on fait des erreurs, de nombreuses erreurs. Heureusement, je pense qu'en particulier en Suisse et sur l'écosystème autour de l'EPFL, on est bien accompagné. On a assez facilement accès soit du coaching, soit simplement les services EPFL proposent des cours, de l'accompagnement. Donc ce qui permet un petit peu de limiter ce genre d'erreurs qu'on peut faire. Bon. J'ai un petit peu parcouru ta thèse, je suis honnête rapidement, mais il y avait dans l'introduction une chose enfin, une thématique qui m'a attirée, qui est euh, l'ensemble de la diversité des chercheurs pour justement faire cette interaction homme-machine. Donc il y a des domaines variés tels que la psychologie, la sociologie et la robotique. Est-ce que tu continues de collaborer avec ces ensembles de chercheurs de différents domaines? Alors, pas actuellement, malheureusement. Je dirais que dans la robotique industrielle, c'est un peu moins d'actualité. Mais c'est vrai, c'était particulièrement vrai dans le laboratoire de recherche où j'étais avant. Donc j'ai fait ma thèse dans le laboratoire de Pierre-Yves Oudéier, c'est le laboratoire Flowers à l'INRIA de Bordeaux, où en fait l'idée principale c'était d'étudier l'apprentissage machine, mais dans le contexte un peu de l'apprentissage général, par exemple des enfants. Donc on regarde comment les enfants apprennent et on essaye de développer des algorithmes qui reproduisent un petit peu ces méthodes d'apprentissage. Donc avec ce qu'on appelle de l'apprentissage par curiosité, etc. Donc tout ça, ça demande vraiment des synergies, enfin des synergies entre effectivement chercheurs, que ce soit en psychologie. Il y avait aussi donc un projet qu'ils avaient avec un Baby Lab à Toulouse et un laboratoire sur l'étude comportementale des singes aux États-Unis, qui regroupaient ensemble pour faire un peu ce projet autour de l'apprentissage machine bio-inspiré, entre guillemets. C'est très intéressant. Après, de toutes les manières, en règle générale, dans la robotique, c'est déjà aussi... on a besoin de l'apport d'un vaste champ de compétences, même dans la robotique traditionnelle. Si ce n'est pas la psychologie, on a au moins besoin de la mécanique, de la physique, des mathématiques, de la programmation. Donc déjà, c'est assez complexe et c'est riche. Un ingénieur en robotique a malheureusement besoin de toucher un peu à toutes ces compétences, ce qui est extrêmement complexe.
Est-ce que tu penses qu'on arriverait à transcrire en fait notre manière humaine de penser à travers justement des algorithmes ou de la machine apprenante? Enfin, est-ce que tu penses qu'on va arriver jusqu'à un monde de Westworld, la série américaine, ou Je pense qu'on pourrait y arriver, très certainement. Enfin, je veux dire, la science-fiction a de nombreuses années, enfin depuis toujours, hein, inspiré les chercheurs. Et donc, je dirais que si la science-fiction l'a imaginé, un chercheur arrivera à le faire. C'est un petit peu ça, ce que je dirais. Et après, les, les techniques d'apprentissage évoluent énormément. Et effectivement, des techniques d'apprentissage bio-inspirées sont de plus en plus présentes. Voire même, on voit apparaître donc, dans tout ce qu'on appelle le deep learning avec les réseaux de neurones. Déjà, c'est tout simplement bio-inspiré. On parle bien de réseaux de neurones qui a permis de faire avancer énormément l'apprentissage machine. Mais maintenant, on trouve même, au-delà du réseau de neurones artificiels, vraiment des neurones artificiels connectés sur une puce, par exemple. Donc, le bio-inspiré va plus loin et devient même mécanique et physique. Donc, oui, je pense qu'on y arrivera. Jusqu'à quand? Quand ça c'est une autre question. Alors justement, on va revenir un peu plus sur le concret de ce qui se passe aujourd'hui. Donc finalement, vous faites, enfin, tu as commencé en faisant de la recherche appliquée. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on arrive à faire dans les entreprises avec Aika? Si tu veux nous donner un exemple de projet, par Oui, exemple. bien sûr, tout à fait. Oui. Effectivement, il y a un peu une limite entre ce qu'on arrive à faire dans l'industrie et ce qu'on fait dans le laboratoire de recherche. Dans le laboratoire de recherche, on va vraiment se concentrer sur la robotique un peu physique. On va prendre le robot, lui montrer une tâche et la reproduire. En industrie, on commence avec notre partenaire industriel, donc notre client principal c'est Schaeffler. Il y a un peu donc constructeur allemand, ils font des boîtes de vitesse, entre autres pour l'automobile. Il y a un peu cette volonté de pouvoir simplifier la programmation par la démonstration. Donc c'est non plus il faut programmer simplement ce que le robot doit faire, mais si on peut lui montrer et si on peut physiquement, hein, un ouvrier peut lui montrer ce qu'il doit faire, bah, ça permet de simplifier. Donc la démonstration reste simple. En recherche, on a tendance à vouloir un peu complexifier ce qui n'est pas forcément nécessaire ici. La démonstration reste éventuellement simple, c'est peut-être simplement guider le robot jusqu'à un point d'insertion. Mais donc le projet qu'on fait avec eux, c'est l'insertion de roues crantées. Et ces roues crantées, la particularité, c'est qu'elles doivent s'aligner. Et d'une roue à l'autre, l'alignement n'est jamais le même. Donc si on fait de la robotique traditionnelle, c'est assez complexe, ce type d'insertion. Et donc ce que nous avons développé ici avec ce client, pour ce client, c'est un algorithme en fait où on vient, ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. On vient faire un essai d'insertion. On a une fonction d'évaluation qui nous dit à quel point cette insertion était réussie, le temps on a mis pour la faire, et la force qui a été appliquée pendant cette insertion. Et on reproduit de manière simple essai-erreur, une fois, 2 fois, 100 fois, jusqu'à ce que les mouvements soient de plus en plus optimisés pour réduire la fonction de coût qu'on a mise en place. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à faire à apprendre un mouvement qui soit optimisé pour le temps d'insertion et la force à appliquer. Est-ce que ces développements sont accessibles aux PME, aux plus petites entreprises? Nous, dans la société, dans ce qu'on développe au niveau de la société Aika, c'est vraiment cette volonté qu'effectivement, à terme, les petites PME, les petites entreprises, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un robot et de le mettre pour une production pendant 10 ans. L'automobile marche énormément comme ça. On met un robot, il produit la même chose pendant 10 ans, c'est très rentable. Une entreprise, une PME, en partie en Suisse, ne peut pas faire ça. Les batchs de produits il y a peut-être 100 pièces un jour et 200 pièces le lendemain. Donc il faut pouvoir se permettre de reprogrammer facilement un robot si c'est le robot qui doit faire. Et donc l'idée véritablement, c'est qu'à travers ces techniques d'apprentissage par démonstration, entre autres, on peut imaginer qu'on reçoive une nouvelle commande avec un batch de 100 pièces. L'ouvrier prend le robot, montre ce qu'il doit faire pour une pièce, et en une demi-heure, 1 heure, c'est prêt, et le robot fait les 100 pièces restantes.
Et donc c'est vraiment cette volonté-là de pouvoir mettre à disposition pour les petites entreprises ce type de technologie. J'avais lu aussi un autre point sur ta thèse. Pardon, j'y reviens Pas de souvent, mais souci. je me disais en fait, on a quand même du mal à imaginer comment on programme ces réseaux de neurones. Est-ce que tu arriverais à nous expliquer un peu simplement comment on programme ces algorithmes en fait qui finalement ont une grosse prise de décision, enfin, comment ça fonctionne tout ça? C'est effectivement assez complexe, surtout qu'en plus ça dépend de l'algorithme en question. Euh, Assez souvent, c'est ramené à un principe mathématique qu'on appelle c'est le principe d'optimisation. On a une fonction en mathématiques, on a une fonction et on cherche son minimum. Ici, quand on a une technique d'apprentissage, la plupart du temps, c'est on a un modèle. Que ce soit un réseau de neurones, que ce soit un autre type d'algorithme, le principe est relativement le même. Euh, Ce modèle génère une action. Cette action doit être évaluée par un coût et on va chercher en fait à changer les paramètres du modèle de façon à ce que l'action produite soit optimale, minimise la fonction de coût associée. Donc, par exemple, quand on entraîne un algorithme de classification à reconnaître un chat et un chien sur des images, on donne un grand nombre d'images où on a labellisé ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un chat. Et l'algorithme, son rôle, c'est de regarder une image et de dire OK, ça c'est un chat. Ou OK, ça c'est un chien. Et ensuite, la fonction de coût, c'est le nombre d'erreurs qu'il a fait. Et puis, on va entraîner le réseau ou entraîner le modèle à faire le moins d'erreurs possible. Et donc, c'est par essai-erreur, en général, qu'on fait ça. Et la robotisation, le machine learning en industrie, elle est aujourd'hui très présente dans les entreprises suisses où on peut vraiment encore... On Est-ce qu'on peut... a les bonnes conditions déjà pour intégrer ces outils-là? Alors, il y a deux problèmes, je dirais. Déjà, c'est la mise à disposition de ce type de technologies qui sont assez souvent restreints. C'est pas vraiment en open source la plupart du temps. Mhm. Alors, des grands industriels, hein, enfin Google entre autres, met à disposition euh, des, des modèles, mais leurs modèles sont rarement, soit ils sont préappris, et à ce moment-là, on les utilise tels quels, mais on ne sait pas comment est-ce qu'ils les ont entraînés, soit il faut les apprendre, mais ils ne donnent pas les données. Et c'est à nous de devoir collecter les données. Et c'est ça un petit peu la frein, je dirais, à l'utilisation de technologies qui demandent beaucoup de données, comme le deep learning, en industrie, parce que ben, la donnée, il faut l'avoir. Et collecter la donnée, c'est extrêmement complexe, ça prend du temps. Et donc et puis en plus, il faut collecter les bonnes données. Je donne aussi un cours à la HEC sur un peu justement l'apprentissage machine et la robotique. Et je donne souvent cet exemple du CAPTCHA, le CAPTCHA Google, qui nous demande si on n'est pas un robot. Et peu de gens savent, mais en fait, ce type de CAPTCHA, s'ils nous demandent ça, c'est simplement pour entraîner leur propre réseau, leurs propres algorithmes, entre autres dans la recherche d'images, puisque ça leur permet de vérifier, de générer de la donnée pas chère. Une personne va devoir cliquer, et les clics que l'on met sont réutilisés après dans les algorithmes d'apprentissage. Et donc, c'est comme ça qu'ils génèrent de la donnée pas chère. Autrement, si on doit générer de la donnée, assez souvent, on fait appel à des services. Donc, Amazon, ce qu'on appelle Amazon Turk, met en place aussi ce type de service où on va payer bien souvent des gens dans des pays comme l'Inde ou le Pakistan à générer de la donnée pour nous. Et on ne les paye pas cher. Et ça permet de récupérer beaucoup de données. C'est malheureusement assez souvent. Donc, je dirais que la donnée est cruciale. L'algorithme en lui-même est important, mais c'est vraiment la donnée qui est importante.
Est-ce que les entreprises, enfin, on parle plutôt d'industrie, ont vraiment commencé à collecter des données? Est-ce qu'ils ont mis en place ça déjà dans l'entreprise ou pas encore? Certaines entreprises, oui, mais là encore, ça demande une infrastructure qui est parfois lourde à mettre en place. Il y a des questions aussi de sécurité, il y a des questions aussi d'éthique, évidemment, puisque si on collecte des données sensibles sur des personnes, bah, il faut être compliant avec les normes GDPR, entre autres. Donc c'est tout un process qui est assez lourd à mettre en place aussi. Et quel serait un peu notre positionnement? Parce que finalement, vous appuyez sur des bases, des outils américains. Ces questions d'éthique dans la donnée, ils le géreront plus tard quand il faudra le gérer. Enfin, c'est un petit peu le sentiment qu'on en a. Comment on se place en Suisse? Réinventer Google, c'est pas vraiment envisageable. Comment on apporte en fait notre valeur ajoutée sur Oui, les données c'est américaines? effectivement une problématique assez forte. Et il y a un petit peu, ça rejoint un peu les notions aussi de cloud dit souverain qu'on cherche à mettre en place, soit en Europe, soit enfin, en France, hein, Mhm. aussi, en Suisse aussi. Euh, c'est- ouais, c'est assez difficile à répondre comme question. Surtout que c'est assez obscur aussi la manière dont une société comme Google, comment elle entraîne ses réseaux, comment elle entraîne. Euh, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas une introduction de biais liés à la donnée. On a pu le voir, hein, entre autres des biais ratios éventuellement, des fois sur certains algorithmes. Il faut le savoir, ils ne sont pas exempts de biais, juste parce que la donnée qu'on leur donne n'est pas suffisamment diversifiée. Ça peut aussi apparaître. Euh, je dirais que il faut maintenant faire l'effort de peut-être réduire notre dépendance à ces gros réseaux de neurones ou ces grosses techniques d'apprentissage qui nécessitent énormément de données et trouver et être un petit peu, c'est aussi une manière un peu écologique, entre autres, puisque les gros réseaux de neurones consomment énormément d'électricité. La récupération de ces données consomme énormément. Si on trouve des algorithmes qui sont moins consommateurs de données, qui permettent de faire localement des choses, euh, y compris une industrie qui voudrait mettre en place ces systèmes-là, mais qui ne veut pas euh, divulguer ces données à l'extérieur, est-ce qu'on peut trouver des algorithmes qui permettent de faire en local, avec moins de données, la même chose? Et c'est ça un petit peu la recherche qui doit se mettre en place ici. Et il y a de plus en plus de choses qu'il se faut. Nous-mêmes, dans nos algorithmes, on n'utilise pas des gros réseaux de neurones en général. On est assez restreint. On utilise d'autres technologies qui nécessitent très peu de données et qui sont complètement locales, justement pour éviter ces problématiques-là. Est-ce qu'il y a des bons développeurs en Suisse? Il y a de très bons développeurs en Suisse, très très bons. Les écoles les écoles, alors évidemment, hein, donc les écoles principales, PFL, ETH, sont contiennent enfin, sont vraiment très très performantes. Et oui, les cursus sont très bons, donc ça c'est sûr. Après, il y a aussi d'autres très très bonnes écoles, y compris en robotique, donc un peu plus appliquées, avec des formations pour l'industrie. Mais oui, il y a de très bons développeurs en Suisse. Tu recrutes en ce moment chez Aika? Alors, on est en finalisation d'une levée de fonds, Mhm. donc euh, on finit d'abord ça. Après, oui, bien sûr, on va recruter, c'est certain. Et du coup, j'avais une question sur justement si tu avais des difficultés à trouver des bons talents, mais finalement, tu vas attaquer cette période dans pas très longtemps. Je l'espère en Effectivement. tout cas. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que je reçois assez souvent des candidatures spontanées de gens qui souhaiteraient nous rejoindre avec des très bons profils. Mon principal problème, c'est que je n'ai pas encore les fonds pour permettre cet engagement. Euh, mais la proximité qu'on a avec l'écosystème de l'EPFL ou l'écosystème de l'ETH aussi euh, nous facilite énormément le recrutement, c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, une start-up qui se lance et qui n'a pas cette proximité avec ces deux grands écosystèmes aura plus de problèmes, c'est clair, dans son recrutement. Nous, c'est beaucoup plus facile. On est mis en avant. Les élèves nous connaissent aussi. Donc, ça facilite.
grandement ça. Quel est un petit peu le modèle d'affaires d'Aika aujourd'hui et j'ai envie de dire aussi à long terme? Ce qu'on propose, c'est aujourd'hui, on cherche à mettre en place la création d'applications particulières. Donc, par exemple, notre client Schaeffler avait ce besoin d'insertion de roue crantée qu'il ne pouvait pas résoudre avec ses propres intégrateurs ou qui n'avait pas de solution pour résoudre cette tâche. Ils ont fait appel à nous pour cette tâche particulière. Nous, on développe un logiciel qui est un peu plus vaste, qui permet de développer de nombreuses applications, mais néanmoins, il est important pour prouver que notre solution fonctionne, qu'on résolve des tâches particulières. Donc, on met en place ce développement, cet accompagnement de projet, et ensuite, une des volontés aussi qu'on a eues, c'est de partir sur un abonnement annuel sur la durée de vie de la machine et de l'algorithme utilisé. Beaucoup de développements en robotique par les intégrateurs se font, on charge le projet un grand montant et une fois que c'est développé, il n'y a plus aucun coût. Mais ça oblige les sociétés à avoir le cash ou à emprunter pour pouvoir mettre en place ce projet-là. Ce qui limite assez au niveau des petites sociétés, éventuellement, des SMEs, qui ne sont pas sûrs que la tâche qu'ils veulent résoudre peut l'être et qui devraient investir énormément pour après se rendre compte que finalement, ça ne répond pas à leurs besoins. Donc, le fait de pouvoir approcher avec plutôt un abonnement annuel, ça limite un peu ce qu'on appelle le CAPEX, donc ça limite un peu cela. Donc ça, c'est notre premier business model. Donc c'est l'Apple Store de la machine un petit peu, oui, c'est un petit peu ça, tout à fait. Ouais. À terme, en fait, ce qu'on veut proposer, c'est aux intégrateurs robotiques de pouvoir développer leurs applications avec notre logiciel pour leurs clients. Et éventuellement, à la manière d'un Apple Store, de pouvoir récupérer, tiens, ce bout de cette application-là, je vois que, en fait, plutôt que de la refaire moi-même, je vais peut-être la prendre, la télécharger, l'utiliser, pouvoir éventuellement proposer à la communauté ses propres applications, etc. Donc un peu cet échange qui, je pense, est nécessaire. On parle en industrie, c'est toujours cette volonté de ne pas avoir réinventé la roue. Donc c'est de partage, que ce soit de connaissances, d'applications, éventuellement après de données. Encore une fois. Est-ce que vous fonctionnez sur de l'open source? Beaucoup. Notre base principale est basée sur notre code principal est basé sur un framework qui s'appelle Robot Operating System, ROS, en version 2, ROS 2. Donc on l'utilise. Déjà, ça nous permet, nous, de faciliter nos développements. Puisqu'une grosse partie de la communication, etc., est déjà faite. Et donc, on se base là-dessus. De temps en temps, on rend à la communauté ROS en proposant des améliorations. Et nous-mêmes, certains de nos algorithmes sont aussi en open source, de façon à pouvoir fédérer une communauté à l'utilisation de nos services. Quels sont les gains? Est-ce que tu as quelques chiffres parlants pour une entreprise, donc on va dire un grand groupe, et ensuite une PME de vraiment entrer dans le machine learning? Alors ça dépend énormément des tâches. Je vais dans le cas, donc encore une fois de notre client, ce qu'il a vu, c'est lorsqu'il faisait l'insertion de ces roues crantées, ils avaient donc un intégrateur qui le faisait et qui mettait à peu près 200 heures à programmer, à peu près. Il y a toujours un certain temps d'assemblage, d'insertion, de programmation. Notre système, on peut mettre en place l'apprentissage d'une nouvelle roue crantée en à peu près entre une demi-heure et 1 heure. Donc on était à 200 heures pour un mouvement et aujourd'hui on a 1 heure pour un mouvement. Voilà, à peu près. Après, il y a toujours quand même la mise en place machine, mécanique, ça prend quand même du temps aussi. Donc dans ces 200 heures, ce n'était pas seulement de la programmation, il y a toujours un petit peu aussi il y a toujours un petit peu plus de mise en place à compter. Mais donc l'apprentissage en lui-même, nous, on apprend un mouvement en 1 heure. Donc si une PME aujourd'hui a sa chaîne de production en place,
reçoit un nouveau batch de produits et en 1 heure peut se permettre de reparamétrer complètement le robot, je pense qu'il y a un gain qui est très important. Comment est-ce que tu imagines l'industrie du futur? Comment tu vois une chaîne de production ou toute une entreprise avec des robots? Je dirais extrêmement flexible. Et c'est ça tout l'intérêt et le challenge ici. Même les industriels automobiles s'en rendent compte. Jusqu'à maintenant, une chaîne de production, c'est très inspiré du Fordisme, où on produit la même voiture en continu et on en produit tout au long, enfin pendant 10 ans, la même voiture. Euh, c'est ni ce que les clients veulent, c'est complètement pas écologique. Et donc, une production très, ce qu'on appelle lean, donc c'est un peu aussi inspiré de Toyota qui met ça en place. En flux tendu, c'est-à-dire j'ai une commande, je produis, et je ne produis pas beaucoup plus que ma commande. J'ai très peu de stock. Je pense que ça, c'est le futur de l'industrie. Donc pour ça, ça veut dire que la robotique doit être extrêmement flexible aussi. Pouvoir se permettre qu'un robot aujourd'hui fasse une tâche, demain en fasse une autre, une programmation très simplifiée et une reprogrammation très simplifiée avec de l'apprentissage pour ces changements et cette flexibilité. Est-ce que tu penses qu'on va aller vite? Est-ce que, on voit un petit peu, les évolutions qu'il y a eu dans l'intelligence artificielle au niveau du traitement de texte, enfin de la Bien génération, sûr. pardon, de texte sur GPT-3, OpenAI? Oui, complètement. Voilà, en 6 mois, on a vu cette courbe. Est-ce qu'on est sur des choses équivalentes dans la robotique? Oui, je pense, à la différence qu'on touche aussi aux mécaniques. Et donc, on est déjà nous-mêmes, on est soumis à des cycles de vente beaucoup plus longs, puisqu'on n'est pas non plus dans les mêmes montants. C'est vraiment des projets, il faut qu'il y ait toute la chaîne de production qui suive, l'emploi éventuellement d'ouvriers. Donc il y a quand même déjà un cycle qui est un peu plus long quand on parle industrie. Euh, Évidemment, certaines PME peuvent se permettre d'être très rapides. Et dans ce cas-là, les développements peut-être pourront se faire, je dirais, plus rapidement par ces PME que par les gros groupes industriels. Baptiste, est-ce que tu aurais, 2 recommandations, d'un livre, une série que tu regardes ou, un podcast, à nous partager? J'aime beaucoup sur YouTube la chaîne Veritasium qui promeut un petit peu la science, qui pose des questions scientifiques d'une manière très ludique. J'aime vraiment beaucoup. En livre, j'ai un écrivain français que je recommande assez souvent. C'est Alain Damasio. Je ne sais pas si, enfin voilà, c'est donc l'auteur de La Horde du Contrevent, Les Furtifs. Donc rien à voir avec la robotique, mais que j'aime beaucoup en tout cas. Ça t'a beaucoup apporté, Je, après la lecture? je dirais que c'est assez intéressant, en particulier sur son dernier livre sur les furtifs, qui étudie un petit peu les problèmes de privatisation, de société, de comment la société peut évoluer, ouais, qui est assez intéressante. Est-ce qu'il y a une actualité, récente qui t'a marqué et que tu aimerais, nous partager tes réflexions? Euh, Pas spécialement. Après, je pense qu'en ce moment, évidemment, on parle énormément de la Coupe du Monde. Évidemment, ça, c'est l'actualité, je pense, qui est la plus, qui est la plus actuelle, tout simplement, avec tous les problèmes qu'on a vus et qu'elle a engendrés, et qu'aujourd'hui encore on continue, on voit sur les conditions des travailleurs, etc. Donc, je pense, On est partagé entre ouais, l'amour ouais, du jeu et puis, ouais. le fait que ouais, tout ce que tu viens de dire. Ouais, c'est un petit peu problématique et ça montre bien un petit peu, je pense aussi euh, une enfin, je sais pas trop comment dire, mais euh, ce côté un peu bipolaire presque. Une schizophrénie. Ouais, Ouais. ouais, enfin voilà, d'un peu de nos sociétés qui savent plus trop comment réagir face à tous les enjeux qu'ils ont. Euh, et, et, et on est un peu divisé, on sait pas quel camp, on nous demande presque de choisir un camp. Mmh. Et on ne sait pas quoi. Enfin, ouais, c'est compliqué. Et puis, est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais, voir à ta place aujourd'hui et que l'on pourrait inviter? Euh, je, alors, dans l'écosystème robotique,
on fait partie nous-mêmes de la Swiss Smart Factory, donc qui cherche à promouvoir la recherche en robotique, mais vraiment industrielle. Donc à amener les industries. Ils ont un showroom pour la robotique industrielle. Et maintenant, ils ouvrent aussi un centre de recherche collaboratif, donc en robotique collaborative. Et donc, je pense que ça pourrait être intéressant d'inviter donc le directeur de ce centre, donc ils sont à Bienne, et c'est Dominique Gorki. Magnifique, on va prendre contact. Voilà, très bien. Bah, Baptiste, merci infiniment pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. On vous souhaite aussi vraiment j'envoie toutes mes ondes positives pour le financement d'AICA. Merci. Qui devrait être proche. Et puis, on se réjouit de vous suivre aussi dans ces aventures. Merci beaucoup. Merci beaucoup.